Et bonjour à tous et à toutes, ici du coup Monsieur Marié pour la suite et fin de votre chapitre 5 de siècle d'énergie électrique en terminale enseignement scientifique. On avait les exercices pardon, 2, 7, 8, 10 à corriger, on les a fait en cours mais je les reprends en vidéo du coup pour ceux qui n'étaient pas là ou qui sont confinés chez eux. Voilà, donc du coup on est parti. Numéro 2, du coup j'ai pris l'image du livre tout simplement. Vous avez une éolienne et on vous demande de répondre par oui ou par non aux différentes affirmations que voici. Donc petit a, est-ce qu'il possède un alternateur? Ben oui, oui effectivement, parce que l'éolienne, son but c'est de produire de l'électricité en se servant de l'énergie communiquée par le vent à son hélice. Et dès lors que l'hélice tourne, vous avez une production d'électricité qui est faite. Donc il y a bien une conversion entre l'énergie mécanique de rotation des trois pales, puis ensuite conversion en énergie électrique. Donc ça c'est clairement le rôle d'un alternateur. Et d'ailleurs, cet alternateur est au centre de l'éolienne. B. Il convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. Oui, tout à fait, c'est ce que je viens de dire en fait. Les pales tournent, donc du coup, par le biais de l'alternateur et de l'induction magnétique, vous avez production d'électricité à partir de l'énergie mécanique qui a été mise en jeu. C. Il convertit l'énergie radiative en énergie électrique. Alors il n'y a pas d'énergie radiative ici, que vous ensoleillez ou pas votre éolienne, tant qu'il y a du vent, ça marche. Quel que soit du coup l'ensoleillement ou la dose radioactive que vous lui donnez. Donc du coup, l'énergie radiative n'est pas du tout transférée. Et ici, il fallait répondre non à la C. Il exploite les lois de l'électromagnétisme. En effet, on a dans l'alternateur du coup un aimant qui tourne qui tourne du coup au centre d'une bobine. Et en fait, en tournant, cet aimant qui est la source d'énergie magnétique va créer un courant électrique. Et voilà, donc du coup, on exploite un petit peu l'électromagnétisme dans cette conversion, cette conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique. Il exploite les principes de la physique quantique. Non, à aucun moment, il y a exploitation des principes de la physique quantique, il n'y a pas de quantification, ça tourne un petit peu, ça marche. Ça tourne beaucoup, ça marche beaucoup. Peu importe comment le machin il marche, si vous avez une énergie qui est communiquée, plus il y en a, et plus vous recevez d'énergie, c'est linéaire, donc il n'y a pas de physique quantique là-dedans. Exercice suivant, du coup, le numéro 7. Le numéro 7, on avait du coup trois courbes. Je vous rappelle que ces courbes, ça s'appelle des caractéristiques. On l'avait vu dans cette diapo-ci. Vous voyez, donc du coup, pour connaître les propriétés d'une cellule photovoltaïque, on peut tracer sa caractéristique. Donc c'est bien I en fonction de U. Et ce I en fonction de U, il est ici. Donc du coup, petit 1, ces courbes sont appelées des caractéristiques. Numéro 2, classer les éclairements du plus faible au plus fort. En fait, le plus faible, c'est le numéro 3. Le plus faible, ensuite, c'est le numéro 2. Et enfin, le plus fort, c'est le numéro 1. Pour l'éclairement numéro 2, déterminer la valeur de l'intensité du court-circuit. Alors l'intensité du court-circuit, c'est quoi? C'est quand vous mettez un court-circuit, et un court-circuit, c'est quoi? C'est en fait un espèce de raccourci pour l'électricité dans le circuit électrique. C'est une branche, en fait, c'est un chemin qui va passer par la résistance, où il n'y aura pas de résistance, en fait. Si vous voulez prendre une lampe, par exemple, dans un circuit électrique et que vous voulez la court-circuiter, mais il suffit de mettre un fil, en fait, sans rien dedans, hein, voilà, juste un fil, et vous reliez, du coup, les deux pôles de la lampe, et l'électricité, au lieu d'aller dans ce dipôle, préférez faire le tour là où il n'y a pas de résistance, tout simplement. C'est comme vous, quand vous êtes dans un bouchon, vous préférez emprunter une rue où il n'y a personne, parce qu'il y a beaucoup moins de résistance à votre trajet, vous allez beaucoup plus vite. L'électricité fonctionne exactement pareil, et donc du coup, dès lors que vous avez un court-circuit, ça veut dire qu'il n'y a aucune tension, et s'il n'y a aucune tension, du coup, vous avez l'intensité qu'on appelle de court-circuit, qui est d'ailleurs maximale vu qu'il n'y a aucune résistance, donc la vitesse des électrons dans votre fil électrique est maximale. Donc cette valeur, elle se lie du coup sur l'axe des ordonnées. Donc l'intensité de court-circuit, c'est l'intensité quand U égale 0. Et pour l'éclairement numéro 2, du coup, on est à 6 volts. 6 ampères, pardon. Ensuite, B, la tension à vide. La tension à vide, en fait, c'est la tension que vous avez aux bornes d'un dipôle quand l'intensité est nulle. Donc du coup, là, c'est l'autre axe. Donc au lieu d'être sur l'axe des ordonnées, on va sur l'axe des abscisses. Et sur l'axe des abscisses, ici, on se met bien ici, du coup, parce que la courbe rouge et bleue sont confondues, on apparaît environ à 36 volts par là, vers 36 volts. Le couple IM-UM de puissance maximale. Alors la puissance maximale, c'est quand I et U
sont les plus hauts possibles en même temps. Quand on regarde un petit peu la caractéristique que je vais donner en cours, la caractéristique que je vais donner en cours, quand I et U sont maximum ensemble, vous voyez bien que là, U, au-delà de ce point-là, il va augmenter, mais pendant ce temps-là, I va descendre drastiquement. Et au-delà de ce point-là, si on remonte vers la gauche, bah, vous avez I qui grandit, mais U chute aussi. Donc du coup, vraiment, ce point-là, le point d'inflexion, on appelle ça en mathématiques, c'est vraiment le point où la puissance va être maximale, où U fois I sera maximale. Et donc du coup, bah, le couple IM-UM, pour là où la puissance est maximale, bah, c'est le couple où vous avez les coordonnées de I et de U. Alors là, j'ai pas trop compris pourquoi l'exercice le posait dans ce sens-là, par contre. Allez, voilà. Pourquoi I en premier et U en deuxième alors que I est en ordonnée? Je sais pas, mais vous répondez toujours dans le même ordre. Donc du coup, pour IM-UM, à puissance maximale, vous avez 5,5 environ ampères et 24 volts environ également. La résistance maximisant la puissance en question D, et bien du coup, vu que la puissance est maximale au point où on vous donne ici sur le graphique, eh bien, il suffit d'utiliser la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, elle dit que U est égal pour n'importe quel dipôle résistif à R fois I. Donc R, la résistance, est égale à U divisé par I, et vous les avez donnés en question C. Donc du coup, c'est 24 divisé par 5,5, et on tombe environ sur 4,5 ohms environ. Suivant, tac. Sur une bicyclette, ce que l'on appelle couramment dynamo est en réalité un alternateur. Le galet est entraîné par la roue, blablabla, le rendement du dispositif est de 0,4. Nommez les éléments numérotés en 1 et 2 sur le schéma. Alors en 1, vous avez l'aimant, et en 2, vous voyez l'enroulement de fil, en fait, conducteur, c'est la bobine. Expliquez le rôle de chacun en question B. Bah, tout simplement, l'aimant, il va être la source qui va générer le champ magnétique, et du coup, par le fait qu'il est en rotation, la bobine qui est située autour bah, va être celle qui va récupérer du coup, qui va réceptionner la création, qui va être vraiment en fait réceptrice de la création du courant électrique. Justifier les appellations rotor et stator, bah, en fait il y en a un qui tourne et un qui reste statique, donc vu qu'il tourne il est en rotation, bah, celui qui est en rotation, rotor, celui qui est statique, stator, tout simplement. Petit a du grand 2, du coup, représenter la conversion d'énergie qui a lieu dans l'alternateur. Alors, pour représenter ça, je vous avais dit qu'il y avait un schéma qui était toujours attendu, c'est celui-ci. Vous avez une énergie mécanique, celle du pédalier, ou celle d'une rotation, ou celle d'une manivelle, j'en sais rien sur quoi il est fixé ce machin-là. Là, sur une bicyclette, c'est sûrement le pédalier, du coup. L'énergie mécanique de la rotation, du coup, de votre pédalier, va entraîner un alternateur, va donner une énergie de rotation à cet alternateur, va donner une énergie mécanique, du coup, à cet alternateur. Et cet alternateur, du coup, va avoir deux choix. Enfin, il va avoir un choix, c'est d'abord de créer de l'énergie électrique. Mais surtout, vu qu'il y a une rotation et des rouages, tout ça qui s'entraînent, il va y avoir un échauffement qui va se passer dans ce milieu. Et cet échauffement, du coup, c'est de la chaleur qui va être dissipée et qui va être perdue par le système, donc du coup, sous forme d'énergie thermique. Petit b, interprétez alors la phrase en italique. Bah, le rendement de ce dispositif est de 0,4. Ça veut dire que le rendement, souvenez-vous de la formule, je la remets. Elle est... Bah, je l'ai loupé. Oui, je l'ai loupé. Tac, voilà. Alors le rendement, du coup, c'est l'énergie que vous recevez, point de vue alternateur, divisé par l'énergie... Pardon, l'énergie que vous fournissez, la puissance utile qui peut être utilisée, du coup, par rapport à ce qu'on vous a fourni. Donc du coup, c'est ce que vous donnez divisé par ce que vous recevez, que ce soit en termes d'énergie ou de puissance. Hein, c'est pareil, tant que vous prenez le même delta T. On revient sur l'exercice, du coup. Donc on est ici. Ça veut dire que ce rendement est de 0,4. Ça veut dire que 0,4 c'est le résultat de la division. Donc tout ce qu'on donne, c'est égal à 0,4 de ce qu'on reçoit. Donc ça veut dire qu'en gros, tout ce qu'on donne, c'est 40% de ce qu'on a reçu. Et tout ce qu'on perd sous forme d'énergie thermique, c'est 60% de ce qu'on a reçu à la base. C'est énorme. Hein. Donc le rendement du dispositif est de 0,4. Ça veut dire qu'il y a 60% de perte entre l'énergie qui a été fournie à l'alternateur et celle qu'on en retire. Si je prends les vrais termes exacts scientifiques du BO, on dira du coup qu'il y a 60% de perte sous forme d'effet Joule, sous forme de dissipation de chaleur, et que la puissance utile, ou que l'énergie utile, est égale à 40% de l'énergie fournie à l'alternateur, ou de la puissance fournie à l'alternateur, ça dépend de quoi vous avez parlé juste avant. Petit c, proposer une expérience qui va permettre de vérifier que la rotation du rotor autour du stator, vous avez vu que la question C répond à la question C du 1. Vérifier que la rotation du rotor autour du stator produit bien de l'électricité, eh bien il suffit simplement de dire
que aux bornes en fait de la dynamo, on va brancher du coup un ampère-mètre en série. Il va falloir bien sûr fermer le circuit, hein, sinon ça ne marche pas. Mais du coup, la dynamo, une fois qu'elle n'est plus en charge et qu'elle va devenir en fait, comment dire, qu'elle va délivrer son courant qu'elle a accumulé, du coup cette dynamo va permettre, si vous voulez, d'afficher une valeur sur l'ampère-mètre et vous allez pouvoir constater du coup qu'il y a une valeur différente de 0 et donc il y a bien production d'électricité. Voilà. Correction du 10, du coup, le silicium qu'on voit ici, du coup avec un diagramme d'énergie, ensuite de l'atome et du cristal, et un spectre d'émission. Ok. Donc du coup, pourquoi peut-on dire que ces diagrammes illustrent la quantification de l'énergie à l'échelle de l'infiniment petit? Alors, on voit que sur ces diagrammes, sur les deux, hein, sur le A qui est ici, et bien que vous ne pouvez pas avoir un électron qui se balade en dehors en fait de ces lignes horizontales qui correspondent à ces niveaux d'énergie. Et vous voyez que les transitions énergétiques, en fait, les transitions d'un état à un autre, se font d'un état à un autre, se font pas en fait entre un état et un demi-état. Pour ceux qui n'étaient pas là en cours, du coup, j'avais pris l'exemple d'un ascenseur. Si l'électron il part d'un étage vers un autre, si vous prenez un ascenseur par d'un étage à un autre, eh bien en général, je dis bien en général, ça peut arriver, mais en 99% des cas que vous avez vécu, normalement vous arrêtez à un étage que vous avez sélectionné, ou alors à un étage qu'on vous a fait la farce d'aller ailleurs, mais vous arrêtez jamais à l'étage 1,5 ou 2 ou 2,7, quoi, ça n'existe pas ça. Là c'est toujours vous arrêtez soit au 1, au 2, au 3, au 4, etc. Il n'y a pas de demi-étage. Donc du coup, c'est pareil pour l'atome. Et ce diagramme-ci, là, le A, il représente parfaitement, du coup, la quantification d'énergie à l'échelle de l'infiniment petit, parce que vous n'avez pas, en fait, d'énergie, intermédiaire entre deux niveaux. Diagramme B, du coup, vous avez la bande de valence qui recense, en fait, toute la population d'électrons que vous avez autour de l'atome. Donc toute la population, voilà, c'est ce que je cherchais comme mot, toute la population d'électrons en fait, autour de l'atome est stockée dans ce qu'on appelle la bande de valence, celle qui va réagir. Donc c'est ceux de la couche externe que vous avez vu en seconde. Ceux de la couche interne, on ne les représente pas. Et ces électrons, en fait, pour un semi-conducteur ou pour un isolant, ils sont tous stockés sur la bande de valence parce que la bande interdite, en fait, les empêche de rejoindre la bande de conduction. La bande où ils vont pouvoir, du coup, devenir conducteurs. Eh bien, si vous voulez rendre un semi-conducteur conducteur, il va falloir donner une énergie suffisante à cet électron pour passer de la bande de valence jusqu'à la bande de conduction sans tomber dans la bande interdite. Sinon, l'énergie est refusée par l'atome. Hop, tiens, toi je t'ai écrasé. Et du coup, je disais, ça illustre totalement la quantification à l'échelle de l'infiniment petit parce que n'importe quelle énergie ne pourra pas faire devenir un isolant conducteur ou ne pourra pas faire devenir un semi-conducteur conducteur. Il va falloir lui donner une énergie qui lui est propre, qui est quantifiée, et dès lors que vous avez du coup communiqué cette énergie, eh bien là le phénomène de conduction se produit. Donc il y a vraiment de la quantification à cette échelle-là. 2A, sur quel diagramme on permet d'expliquer la figure ci-dessous? Alors la figure ci-dessous, c'est un spectre d'émission, et le spectre d'émission, en fait, c'est le diagramme A, qui va l'expliquer, parce que chaque passage en fait d'un niveau d'énergie à un autre, chaque étage que vous allez traverser avec l'ascenseur, va mettre en jeu une certaine énergie. Si vous passez du 4 au 3 par exemple, vous avez peu d'énergie dépensée. Par contre, si vous faites du 4e au premier, vous avez plus d'énergie dépensée pour le fonctionnement de l'ascenseur. C'est pareil pour l'électron. Dès lors qu'il passe de 4 à 3 ou de 4 à 1, il va libérer plus d'énergie. Et cette énergie libérée, du coup, va correspondre à une couleur particulière. Plus le nombre d'étages, plus le nombre de niveaux d'énergie franchis est important, et plus la longueur d'onde va tirer en fait vers les courtes longueurs d'onde, vers le bleu, vers le violet, alors que si vous avez des petites transitions énergétiques, vous allez tirer plutôt vers le rouge et les hautes longueurs d'onde. Enfin, la question 3, quel diagramme illustre l'effet photovoltaïque? Là, il n'y a pas d'autre solution, c'est le diagramme B. Et pourquoi? C'est parce que lorsqu'un photon d'énergie supérieure à la bande interdite va être absorbé, eh bien l'électron va passer de la bande de valence à la bande de conduction, et ça c'est l'effet photoélectrique, et c'est exactement ce qu'on exploite dans les panneaux solaires. Donc du coup, c'est votre réponse, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et toutes les explications vous ont été données pour la préparation du contrôle à la rentrée. Je vous souhaite évidemment des bonnes vacances, parce qu'on est toujours au début, et un bon travail du coup pour préparer le plus sereinement possible ce contrôle qui constituera, je pense, la plus grosse et majeure partie de votre moyenne de physique-chimie d'enseignement scientifique de terminale. Voilà, je vous souhaite du coup à tous
eh bien, de bonnes fins de vacances, et on se retrouve du coup, nous, à la rentrée. Bon travail à tous.